Nous allons donc poursuivre ces rencontres France Alzheimer avec donc une table ronde consacrée à Alzheimer et génétique. Nous sommes très très heureux donc d'accueillir à mes côtés le docteur Jean-Charles Lambert, directeur de recherche INSERM. À ses côtés, le professeur David Vallon, maître de conférences en neurologie et praticien hospitalier au CHU de Rouen. Et à ses côtés, donc Alice Lédier et à côté d'elle, son papa, François Lédier, donc qui sont les proches aidants d'une personne malade jeune. Donc peut-être, Jean-Charles Lambert, je me tourne vers vous. De quoi on va parler quand on parle Alzheimer et génétique? Quelles sont un petit peu peut-être des définitions préalables qui vont nous permettre de comprendre tous les éléments de ce débat qui va être très riche? Alors, il faut comprendre... Je ne sais pas si vous entendez. Alors... Non, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est bon, excusez-moi. Donc en fait, il est important de comprendre de quoi on parle quand on parle de génétique, évidemment. On parle de la fameuse molécule d'ADN qui est composée de 4 lettres, ATGC. Il y en a 3 milliards qui nous composent. Et ces 3 milliards, en fonction de leur agencement, vont définir en fait les caractéristiques physiques des individus. Le fait que vous soyez les yeux bleus, le fait que vous soyez chauve, etc. C'est ça qui va contrôler en fait finalement ce que vous êtes. Et sur ces 3 milliards de lettres, on sait actuellement que dans la population générale, vous avez jusqu'à 350 millions d'entre elles qui peuvent varier. Ce qui veut dire que quand vous regardez votre voisin ou votre voisine, en fait, on est tous différents, exclusivement différents. C'est-à-dire qu'il n'y a personne n'a un génome, c'est comme ça qu'on appelle justement les molécules, l'ADN pour un individu donné, un génome. Personne n'a un génome identique dans cette pièce. Alors même pour les jumeaux, les vrais jumeaux, il y a aussi des modifications, même si leur génome est pratiquement identique. Mais il faut savoir qu'on est tous génétiquement différents, sans aucune exclusion. Et ces variations, qu'on appelle donc ces 350 millions de modifications, en fonction de là où elles vont tomber dans le génome, elles vont conduire soit à rien du tout, c'est la grande majorité, soit elles vont conduire à des modifications d'expression, justement, de la façon dont on est. Donc là, je vous parlais de la couleur des yeux, etc. Et ça, c'est pas très grave, la couleur des yeux, on s'en fout. Mais d'une certaine manière, dans d'autres cas, elles vont impacter véritablement de façon importante ce que nous sommes et ce que nous allons pouvoir développer potentiellement comme pathologie. Alors en l'occurrence, dans la maladie d'Alzheimer, c'est la question qui se pose, est-ce que la maladie d'Alzheimer est une maladie génétique ? Et est-ce qu'il y a des formes particulières de maladie d'Alzheimer? Alors, la maladie d'Alzheimer, en général, est une maladie génétique. Quand on regarde la très grande majorité des cas, 99% d'entre eux, les 1%, je laisserai David en parler, en fait, on se rend compte que ce qu'on appelle la prédisposition génétique est de l'ordre de 60 à 80%. En fait, c'est une des pathologies pour laquelle la composante génétique est la plus importante. Alors, dit comme ça fait peur. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que en fait, c'est une probabilité. Tout ça, ce sont des facteurs de risque, et c'est la combinaison de ces facteurs de risque qui va faire que d'une génération à une autre, on augmente ou pas le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Il y a des facteurs délétères et il y a aussi des facteurs protecteurs. La génétique n'est pas que méchante, elle peut aussi protéger du développement de la pathologie. Et donc ça, c'est vraiment un point essentiel à garder en tête. La composante génétique est importante, mais c'est avant tout une combinatoire qui fera qu'on a un risque plus ou moins élevé. Vous pourrez bien avoir une maman ou un arrière-grand-père qui a développé une maladie d'Alzheimer sans que pour autant vous ayez une augmentation du risque de développer la maladie d'Alzheimer en raison de cette combinatoire de gènes. Dernier point, quand je dis 60 à 80% de composantes génétiques, ça veut dire qu'il y a 20 à 40% de facteurs environnementaux. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des facteurs modifiables sur lesquels on peut jouer et sur lesquels on peut agir pour mieux préparer sa vieillesse, mieux préparer justement les difficultés qui pourraient se présenter à soi. Et David, je te laisse passer des autres 1%. En soi, j'aime bien présenter la maladie d'Alzheimer dans les différents facteurs qui vont contribuer à ce qu'elle apparaisse comme un puzzle. Et des puzzles, vous savez qu'il en existe, alors des très faciles pour nos enfants quand ils sont tout petits à 2-3 pièces, et puis il en existe des modèles à 1000 pièces, 2000 pièces, etc. Alors autant vous dire, je ne sais pas à l'heure actuelle si on est 500 pièces ou 1000 pièces, mais je pense qu'en fait c'est même variable selon les individus. Et il y a des situations où il y a très peu de facteurs de risque et qui ont beaucoup contribué à la maladie, et donc on en découvre au fur et à mesure de plus en plus.
Et il y a même une situation extrêmement rare où c'est un puzzle à une pièce. Et donc dans ce cas de figure-là, la seule cause de la maladie est une anomalie génétique. Alors ces situations-là, elles sont extrêmement rares. La grande majorité, comme tu l'as dit, on est à plus de 99%, on est plutôt à 99,9%, on a des pièces qui constituent le puzzle. Mais dans ce 0,1% des cas, on a une seule pièce, et cette pièce-là, unique dans notre génome, cette variation, cette faute d'orthographe, parce que c'est vraiment ça, hein, ce sont des lettres et donc du coup il y a des fautes d'orthographe, eh bien elle suffit à elle seule à être la cause de la maladie, qui ensuite suivra l'évolution habituelle, mise à part un point essentiel, c'est le début. Le début commencera beaucoup plus jeune. Si on regroupe toutes ces formes particulières, on les appelle les formes monogéniques, pour bien expliquer qu'on n'a besoin que d'un seul gène qui est porteur de l'anomalie. Et bien dans ces formes monogéniques, le début, il est dans la moitié des cas avant 50 ans. Vous voyez que c'est quand même un élément très important, parce qu'il y a un gène majeur et qui est associé à un début très précoce. Mais sinon, le reste, après, c'est pareil. Alors, moi, j'ai une question très basique. Quand on a un parent atteint d'une maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il faut faire un test génétique? Alors, juste sur le fait d'avoir un parent atteint. Pour clarifier vraiment les choses, hein, ou alors après, on peut prendre effectivement avant ou après 50 ans, comme vous l'avez très bien expliqué. Là, pour le coup, les 50 ans, c'est juste pour vous illustrer la précocité. Mais notre barre, elle n'est pas à 50 ans. Bien sûr. Donc, pour répondre clairement à cette question-là, il faut savoir quand est-ce que la maladie commence, d'abord. Et s'intéresser d'abord aux patients. C'est plutôt bien, bah oui, c'est très logique de s'intéresser d'abord aux patients avant de se poser la question qu'est-ce qui se passe dans le reste de la famille. Pourquoi? Parce que si le patient a un début de sa maladie d'Alzheimer avant 65 ans, alors oui, il y a indication à aller rechercher les anomalies génétiques, les formes rares, mais on va les rechercher dans ce cas de figure-là. Si la maladie a démarré après 65 ans, je parle bien chez le patient, là on est dans le domaine du puzzle à multiples pièces et il n'y a quasiment jamais trouvé de puzzle à une pièce au-delà de 65 ans. Donc du coup, c'est la barrière qui définit quand est-ce qu'on doit chercher une anomalie génétique qui cause la maladie. Et une fois qu'elle est trouvée, et seulement une fois qu'elle est trouvée, cette cause génétique, à ce moment-là, les autres membres de la famille peuvent demander à connaître leur statut de porteur, mais ils ne sont pas bien sûr obligés, c'est leur démarche personnelle. Voilà. Mais uniquement lorsque la mutation est trouvée. Ce qui fait que du coup, juste le fait d'avoir un antécédent dans sa famille, même s'il est précoce par exemple, eh ben, si le patient en question est décédé, là-dessus, la loi de bioéthique est très claire, on ne fait pas la recherche génétique. Je vais compléter parce que, évidemment, David vient de parler des formes monogéniques, donc ces formes très rares avec une mutation responsable de la maladie. Pour les formes qu'on appelle en général sporadiques, donc les plus de 99% des cas, vous voyez commencer à apparaître justement des propositions de score de risque génétique, avec l'idée qu'en connaissant notre patrimoine génétique au niveau individuel, on peut établir un risque ou pas de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, je tenais juste à vous alerter évidemment à ce niveau-là. Ce n'est pas crédible. Ne vous aventurez pas dans cette direction. Ce ne sont de toute façon que des probabilités et à aucun moment cela ne peut attribuer un risque réel individuel. C'est de la recherche. Ça peut permettre de définir des sous-populations plus ou moins à risque qui peuvent permettre par exemple d'optimiser des essais thérapeutiques si vous voulez cibler des populations particulières pour améliorer entre autres la puissance statistique, mais peu importe. Mais en tout cas, en termes individuels et en termes de diagnostic et pronostic de maladie d'Alzheimer, ceux qui vont vous proposer ce genre d'outils sont potentiellement des charlatans. Ce qui veut dire, docteur Lambert, donc la génétique ne peut pas servir à diagnostiquer une maladie d'Alzheimer? Alors, à part le cas par David, la génétique en l'état ne peut pas permettre de diagnostiquer une maladie d'Alzheimer. Professeur Vallon, vous souhaitez... Oui, et j'allais juste ajouter, parce que pour que toute la salle comprenne bien, justement dans le cas de figure que tu as indiqué, ce serait par exemple, on arrive à vous trouver plusieurs pièces du puzzle, parce qu'on les connaît, donc on pourrait les chercher sur le patrimoine génétique de n'importe qui. On vous donne des pièces, et après on vous dit, bah voilà, à partir de ces pièces-là, ça a l'air d'être un puzzle de cette taille-là, vous avez donc tel risque. Mais finalement, vous êtes d'accord qu'il manque des pièces, et donc ces pièces-là, elles ne sont pas forcément moins importantes, et donc elles peuvent augmenter votre risque. Finalement, la taille de la pièce peut être plus grosse. Et puis au contraire, ça peut être des pièces, alors c'est un peu difficile de se rendre compte de pièces qui seraient négatives, mais elles peuvent réduire votre risque. Et donc c'est pour ça que je te rejoins complètement dans l'idée qu'on ne prédit pas à l'échelle individuelle le risque de développer la maladie à partir de différentes pièces de puzzle génétique.
Et sachant, docteur Lambert, j'imagine qu'on ne connaît pas encore toutes les pièces du puzzle, qu'on va peut-être en découvrir d'autres demain, des gènes qui... on en découvre tous les jours, non? Ou je dis une bêtise? Peut-être pas tous les jours, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Le dernier article qu'on a publié l'année dernière nous a demandé 5 ans. Hein. Bon, ça a été un travail important, puisqu'on a caractérisé maintenant 75 régions chromosomiques, c'est-à-dire que 75 déterminants génétiques de la maladie d'Alzheimer pour les formes communes. Donc on en connaît actuellement 75. Il en reste encore à caractériser. Alors, à caractériser dans les populations européennes, il faut savoir que la plupart des analyses génétiques sont faites en population européenne pour des raisons multiples. Alors, financières évidemment parce que ça coûte cher. Aussi parce que, comme vous le savez, le diagnostic de maladie d'Alzheimer est un diagnostic différentiel et compliqué. Il faut avoir une structure médicale qui soit particulièrement bien développé. Et donc, faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer dans les pays occidentaux développés, c'est plus facile que de le faire en Afrique ou certaines régions d'Amérique du Sud, etc. Donc, il y a moins de populations non européennes qui sont analysées. Or, la composante génétique peut varier d'une population à une autre, et donc il est possible qu'on puisse caractériser aussi de nouveaux déterminants génétiques dans les populations d'origine non européenne. Et donc ça, c'est tout un pan de la recherche qui est en train de se développer pour caractériser, on va dire, la vision globale de la génétique de la maladie d'Alzheimer, quelle que soit la population étudiée. Alors, c'est pas anodin, parce que, en plus, particulièrement dans les sociétés occidentales où on est multiculturel et multiethnique, il est évident que si jamais on développe des médicaments qui soient développés à partir d'une connaissance génétique, à partir d'une population particulière, il serait inéthique de ne pas connaître l'impact de cette médicamentation par rapport à d'autres populations non européennes. Donc c'est un point important à développer, justement pour pouvoir proposer la meilleure réponse possible à toute la population française et européenne. Alors peut-être, je vous propose d'aborder maintenant les traitements. Est-ce qu'ils sont, et demain, est-ce qu'ils seront différents dès lors que la maladie d'Alzheimer a une origine génétique? Alors c'est très difficile de répondre à cette question-là, mais on a quand même des éléments de réponse. Pour l'instant, les éléments de réponse, ils viennent des essais cliniques, c'est comme pour toutes les maladies, hein, quand on veut répondre à la balance bénéfice et risque, c'est ce qu'on veut savoir dans un essai, on le fait, et de la même manière, quelles que soient les maladies. Dans les formes rares monogéniques, il y a des essais qui sont actuellement menés, certains sont terminés, d'autres sont encore en cours, et on n'a pas l'impression qu'il y ait de problématiques particulières à cette toute petite population de patients, et les molécules qu'on a utilisées et qu'on continue à utiliser sont celles qui sont utilisées dans les autres essais cliniques de la forme dite sporadique, la forme, moi j'ai plutôt l'habitude de dire un début tardif, mais ça veut dire la même chose, et donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un processus différent. Mais on n'est pas à l'abri de finalement une accumulation de connaissances nouvelles et qui nous font dire qu'il faut appliquer une prudence particulière ou au contraire ne pas proposer de traitement. Pour l'instant, c'est plutôt pareil. Alors, avec une petite nuance, c'est qu'on en a entendu parler ce matin, pour toutes les immunothérapies, vous avez quand même un risque d'effet secondaire plus important pour les individus ε4, ε4. Et donc, l'allèle epsilon, la polypoprotéine E, vous en avez peut-être déjà entendu parler, est le facteur de risque génétique majeur de la maladie d'Alzheimer. Vous avez 3 variantes dans la population générale qu'on appelle epsilon2, epsilon3 et epsilon4. Si vous avez une copie de cet allèle epsilon4, vous avez une augmentation de risque de 3 à 4 fois de faire la maladie d'Alzheimer. Quand vous en avez 2 copies, vous avez une augmentation de l'ordre de 10 fois du risque de développer la pathologie. C'est vraiment un facteur de risque majeur. Et justement, de façon, dans les essais thérapeutiques en immunothérapie, on s'est rendu compte que les individus qui étaient epsilon4, epsilon4 avaient un risque augmenté et pas négligeable d'hémorragie. Alors là, on rentre dans un domaine qui est très intéressant, qui est déjà appliqué dans d'autres pathologies telles que le cancer, les cancers, excusez-moi, qui sont la médecine personnalisée. Et en fait, l'utilisation du génotypage epsilon4, epsilon4 va probablement être nécessaire pour savoir si on donne le traitement de l'immunothérapie ou pas, ou en tout cas pour comment monitorer le traitement, puisque en effet on a une augmentation du risque d'hémorragie. Donc vous voyez que la génétique va quand même rentrer petit à petit dans les pratiques. Alors, et là c'est le chercheur qui parle, parce qu'il faut quand même que je sois très optimiste, et autrement je ne ferais pas ce métier. Il est très probable que la plupart des traitements thérapeutiques qui seront développés dans les années prochaines seront développés à partir de connaissances génétiques. En 2021,
au niveau de la FDA, donc au niveau américain, les 2/3 des médicaments qui ont été validés avaient pour origine un développement à partir d'une cible génétique. Il n'y a aucune raison que ce soit différent pour la maladie d'Alzheimer, d'autant plus que je vous ai expliqué juste avant que la composante génétique était particulièrement importante. Donc à un moment donné, de toute façon, le parcours génétique viendra à être intégré aussi au niveau du patient, alors pas pour le diagnostic, pronostic, mais pour mieux monitorer justement la prise en charge du patient. Mais là, donc, on parlait de l'APOE, qui est donc un facteur de risque fréquent, hein, puisque tu n'as pas donné peut-être les proportions, mais l'APOE 4, dont tu viens de parler, qui multiplie par 3 le risque, c'est 25% de la population générale. Et le fait d'être double E4, comme tu l'as dit, donc on dit souvent E4-E4, eh bien, c'est 2% de la population générale. Donc là, on n'est pas dans les formes rares de maladie d'Alzheimer, et on est dans la situation des facteurs de risque. Et on est d'accord que cette pharmacogénétique va avoir un rôle très important. Et est-ce que ça veut dire, pour continuer sur les traitements, qu'on va évoluer vers une médecine de plus en plus personnalisée, vers des traitements de plus en plus personnalisés ? Ça, c'est une évidence. Je pense que ça va être valable pour beaucoup de maladies, surtout les maladies complexes, qui, en fait, souvent regroupent différentes formes, différentes physiopathologies, différents facteurs, et donc, par définition, qui amènent à penser qu'il doit y avoir une réponse plus personnalisée. Ce qui est peut-être d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles, jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de mal à identifier quelque chose qui semblerait marcher. D'accord. Et si on revient, professeur Vallon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe dans le cerveau, peut-être avant même les premiers signes de la maladie, lorsqu'elle touche ces 1%? Alors, finalement, ce qui se passe chez les 1% n'est pas très très différent de ce qui se passe chez les autres. Le seul élément, c'est au tout début. C'est-à-dire que dans un cas de figure, ce des 1%, c'est à cause de la mutation génétique. Donc il y a 3 gènes, pour vous donner un peu de repères. On parle de gène de la précine 1, de la précine 2 et le gène APP. Peu importe, je ferme la parenthèse très technique. Et on va aboutir à une surproduction ou une distribution assez particulière d'un peptide, qui est le peptide amyloïde bêta, ou bêta-amyloïde. Vous le verrez souvent appelé A-bêta. Et ce peptide A-bêta, il va avoir tendance à s'accumuler parce qu'il est produit, faisant de manière très schématique, en trop grande quantité, et que cette quantité qui est produite surpasse les capacités naturelles du cerveau de s'en débarrasser. Et je reviendrai sur ce point-là après, justement, avec les autres formes. Et puis, ce peptide A-bêta, il s'accumule, et on voit apparaître une toxicité qui va entraîner toute une cascade d'événements, qui va amener une deuxième pathologie, qui est la pathologie de la protéine Tau, et donc du coup une tauopathie. Et donc on a finalement la réunion d'un problème avec le peptide amyloïde et d'un problème avec la protéine Tau. Et en une phrase, je vous ai résumé ce qui définit la maladie d'Alzheimer. La définition neuropathologique, c'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est la présence des dépôts amyloïdes. Alors on parle souvent des plaques amyloïdes, c'est une formation particulière, mais peu importe, ce sont des dépôts amyloïdes, et la protéine Tau qui s'organise, on appelle ça les dégénérescences neurofibrinaires. Le terme est un peu compliqué, mais vous pouvez retenir tout simplement la protéine Tau. Et la coexistence de ces deux pathologies fait que les neurones ne fonctionnent plus, puis finissent par dégénérer, et à ce moment-là apparaissent les premiers symptômes de la maladie en fonction de l'endroit où ils ont commencé et où la maladie fait son œuvre. Et donc finalement, on comprend bien que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la mémoire dans la majorité des cas, parce que ça commence au niveau des circuits de la mémoire. Mais si ça commence ailleurs, au niveau du langage, au niveau des fonctions visuelles ou perceptives, au niveau également des fonctions du comportement, et si ça commence par là, eh bien, la maladie d'Alzheimer va s'exprimer de cette manière-là. Et ça a mis beaucoup de temps quand même. C'est quelque chose qui peut vous paraître d'une évidence absolue. Il faut s'imaginer les débats animés dans les congrès il y a 20-25 ans qui ne pouvaient pas admettre qu'une maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de problème de mémoire. Maintenant, on sait que c'est possible parce qu'en fait, les lésions dans le cerveau sont situées à un autre endroit. Et le reste, après, une évolution progressive, une extension des lésions à d'autres territoires, comme on sait que la maladie d'Alzheimer continue d'évoluer, et on voit des signes s'amplifier au fur et à mesure. Et donc, juste pour un point par rapport aux facteurs de risque, dans la majorité des cas, dans les 99% restants, il y a plusieurs hypothèses, mais pour faire simple, l'une d'entre elles est que ce n'est pas un excès de production, mais c'est plutôt une difficulté à les nettoyer. C'est-à-dire que naturellement, on produit une petite quantité de peptides amyloïdes, tous, plus ou moins, et on le nettoie en permanence.
Et puis si vous remplissez une baignoire avec un rythme continu normal, mais que vous réduisez le trou de sortie, au fur et à mesure, ça se remplit et ça finit par déborder. Et c'est une des hypothèses qui est en lien avec certains facteurs de risque. Ce n'est pas la seule, si tu veux préciser certains points. Oui, parce qu'en fait, ce que tu viens d'expliquer, en fait, c'est l'hypothèse de la cascade diminuide dont vous avez entendu parler. Et c'est un point essentiel, parce qu'en fait, l'hypothèse de la cascade diminuide est essentiellement issue des moins de 1% des cas. C'est vraiment le continuum dépôt amyloïde conduit à la dégénérescence neurofibrillaire, puis à la mort neuronale, puis à l'expression clinique de la pathologie. Et en fait, l'immunothérapie, c'est de dire, on n'a qu'à bloquer la première étape, les dépôts amyloïdes, et on va régler le développement de la pathologie. Mais ça a été fait à partir de moins de 1% des cas sur des formes monogéniques, des formes donc très particulières. Et un des grands enjeux de la recherche était de savoir si on pouvait, et c'était vraiment très important de le dire ou pas, si on pouvait étendre des travaux sur moins de 1% des cas sur lesquels on avait pratiquement misé à un moment donné toute la recherche thérapeutique sur ces moins de 1%, est-ce qu'on pouvait étendre ces résultats justement aux 99 autres pourcents? Vous vous rendez compte le drame? On est peut-être capable de très bien soigner, et ce qui est très bien, attention, moins de 1% des cas, mais finalement, on aurait mis tous nos œufs dans le même panier et on se serait trouvé confronté potentiellement à une pathologie pas complètement identique et donc devant des échecs thérapeutiques pour ces 99 autres pourcents des cas. Et ça a été une question qui a quand même alimenté énormément la recherche, qui n'est pas réglée. Soyons très clairs, elle est toujours débattue, elle pose toujours beaucoup de questions, même avec l'avènement des immunothérapies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière où on n'est pas sûr. Par contre, l'analyse des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer ont montré qu'en effet, au moins une partie des 99% de cas de maladie d'Alzheimer étaient potentiellement des répondeurs au traitement de l'immunothérapie. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir soigner tout le monde avec une immunothérapie, mais en tout cas, on sait qu'une partie de ces 99% vont pouvoir être ciblés, justement parce qu'ils sont plus ou moins concernés par une augmentation des peptides amyloïdes ou une plus ou moins forte concentration des peptides amyloïdes dans le tissu cérébral. Alors, ce n'est pas une réponse définitive, mais en tout cas, c'est rassurant. Il était très peu probable qu'on trouve une molécule ou un traitement qui allait guérir et soigner tout le monde, mais petit à petit, on sait déjà qu'on est capable de prendre en charge un certain nombre de personnes, ce qui est déjà très bien. Tout à fait. Peut-être une dernière question avant d'entendre François et Alice Lédier. Est-ce que la génétique, elle vous a permis d'établir des liens avec d'autres maladies neuroévolutives ou entre maladies neuroévolutives? Est-ce que la recherche se développe aussi dans ce champ-là? Très clairement, je vais répondre surtout par exemple pour la partie qui me concerne sur les formes génétiques rares. On sait maintenant qu'il y a des liens établis entre d'autres maladies neurodégénératives et ces mutations qui normalement sont attribuées à la maladie d'Alzheimer. Et donc on a fait des études qui l'ont montré et on a par exemple compris que dans les cerveaux de certains patients, il y avait des dépôts d'alpha-synucléine qui, elle, est constituant des maladies à corps de Lévy. Donc, si vous savez, dans les maladies apparentées, ici, il y a la maladie à corps de Lévy. Et finalement, des mutations sur l'un de ces trois gènes qui sont censés amener une maladie d'Alzheimer, dans le cerveau des patients, on trouve majoritairement une maladie à corps de Lévy et l'expression clinique du patient est celle d'une maladie à corps de Lévy. Et donc ça a amené encore beaucoup de questions à se dire, est-ce que finalement, c'est des patients qui avaient aussi des lésions de maladie d'Alzheimer, bien entendu. Et c'est quelque chose qui finalement est assez fréquent d'avoir la coexistence de plusieurs pathologies. Mais ça nous a amené à comprendre que finalement, on peut rentrer par la maladie par une porte et qu'elle suive un schéma d'extension et de développement de la maladie qui n'est pas toujours extrêmement précis, prévu et prévisible, et surtout qui n'est pas nécessairement totalement lié à la cause initiale, et qu'il y a finalement d'autres facteurs qui vont moduler cette expression de la maladie, et c'est là tout un pan de la recherche en génétique, c'est-à-dire considérant que ça c'est le début, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a fait qu'on en est arrivé là? Et potentiellement, qu'est-ce qui pourrait moduler la sensibilité à un traitement ou le développement de tel ou tel symptôme. Là, il y a énormément de choses à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gènes, évidemment, qui impliquent le cerveau, et pas forcément que les neurones, parce qu'il y a d'autres cellules dans notre cerveau, et donc tous ces aspects sont à comprendre. Mais voilà un des éléments de réponse qu'on peut apporter sur
lien entre génétique et maladie neurodégénérative au pluriel, au sens large? Pour les formes communes, hein, c'est exactement la même chose. On sait qu'il y a des gènes qui participent au développement de différentes maladies neurodégénératives, neuroévolutives, et qui sont même très intéressantes parce si elles sont en commun, on aura plutôt tendance à penser qu'ils sont à la fin du processus. Mais c'est toujours intéressant de le savoir parce que si jamais ces gènes et ces cibles si ça peut être des cibles pour des traitements thérapeutiques, on peut commencer à envisager justement des prises en charge communes. Alors l'autre point intéressant, c'est que de plus en plus, comme l'a dit fort justement David, il y a une copathologie au niveau des cerveaux la plupart du temps, où on peut trouver plusieurs types de lésions. Et on est en train petit à petit de s'apercevoir qu'on a une inversion de la taxonomie et qui est basée de plus en plus sur justement cette information génétique. C'est-à-dire qu'on a potentiellement, avec cette information biologique, en train de redéfinir boundaries, je suis désolé, les frontières, merci, excusez-moi. Les frontières, en fait, entre les définitions des différentes maladies neurodégénératives. C'est-à-dire qu'on parlait de corps de Lévy, on parlait de maladie d'Alzheimer. Bon, mais petit à petit, on va parler peut-être de maladie d'Alzheimer à forte composante démence à corps de Lévy, etc. C'est beaucoup plus flou que ce qu'on le pensait initialement. Alors, au niveau clinique, de toute façon, ça vous le saviez, il n'y a pas de problème, mais même au niveau biologique et au niveau génétique, c'est de plus en plus flou, cette limite. Et donc, on est en train de redéfinir un petit peu ce que sont les maladies neurodégénératives en utilisant ces informations biologiques. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci, docteur. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de François Lédier et de sa fille Alice. On va parler de votre épouse et de votre maman. Donc peut-être, François, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez su que votre épouse a développé une maladie d'Alzheimer? Oui, bonjour. Avant de répondre à cette question, je voudrais remercier France Alzheimer et tous les bénévoles qui œuvrent au sein de France Alzheimer et qui nous permettent d'être là ce soir pour témoigner, parce qu'on s'aperçoit que si on veut faire avancer les choses, il faut se battre. Et c'est pas facile de témoigner, mais on va essayer de le faire. Et donc, je peux que remercier tous ceux qui œuvrent dans ce sens-là. Alors, en ce qui concerne mon épouse Marie-Claire, donc effectivement, elle est née en 64, donc elle est encore jeune, elle n'a pas 60 ans aujourd'hui. En début 2016, alors qu'elle a que 52 ans, moi-même et ma fille Alice, donc on a remarqué des attitudes et des symptômes un peu inhabituels dans son comportement, parce que c'était quelqu'un de très vif, très animé. Elle a beaucoup de mal à gérer son agenda, perd beaucoup de choses, a de plus en plus d'angoisse. Elle commence des petites dépressions, hein. Elle était professeure à l'éducation nationale, et effectivement, elle a eu quelques petits arrêts de travail. Bon, effectivement, on n'y prêtait pas trop d'importance à l'époque. Donc sa famille étant touchée par cette maladie, forcément on avait quand même quelques petits doutes, mais voilà, on n'y a honnêtement pas prêté attention. Alors effectivement, le fait que sa famille soit touchée par là, il y a eu aussi une angoisse de commencer à faire des tests, parce que on savait pas trop ce qu'il y avait derrière, mais on sentait qu'il y avait des doutes dans l'attitude de Marie-Claire pour essayer d'avancer un petit peu. Et heureusement, avec l'aide de notre généraliste, on a réussi à la convaincre d'aller voir un neurologue. Ce neurologue nous a orientés effectivement vers le CM2R d'ailleurs de Toulouse. Et ce qui a conduit à faire des tests avec un neuropsychologue. Et ça, c'était donc en juin 2016. Et je dirais que les résultats qu'il y a eu avec ce neuropsychologue ont été alarmants, mais je dirais pas. Il nous a pas vraiment alarmés, et on a un peu compris pourquoi après, peut-être. C'est que du fait qu'il y ait effectivement un de ses frères qui soit atteint de cette maladie et qui soit même décédé, jeune, il a peut-être pas voulu effectivement angoisser plus Marie-Claire par rapport à ça, et donc il a essayé de la rassurer autant qu'il le pouvait. Bon, ceci dit, excusez-moi, je recherche un petit peu mes idées, parce que il y a toujours l'émotion qui est derrière.
Ceci dit, derrière, bon, forcément, Marie-Claire, elle a été de plus en plus inquiète. Et donc, on a voulu continuer effectivement à faire des recherches. Donc, on a fait des tests, les mêmes tests neuropsychologiques, donc un an après, c'est-à-dire qu'en juin 2017. Et là, effectivement, les résultats ont été très alarmants, à tel point que le neuropsychologue n'a même pas voulu annoncer les résultats à mon épouse. Et effectivement, quand j'ai rencontré, moi, la neuropsychologue, les résultats, la chute était vertigineuse et plus qu'alarmant. Donc, en fait, ce qui s'est passé, forcément, les angoisses ont continué. Il y a eu de plus en plus de dépression. Il y a eu même des arrêts de travail. Hein, forcément, étant enseignante, on peut comprendre que faire des cours quand on a des problèmes de mémoire, c'est très compliqué. Et on a compris après, d'ailleurs, qu'effectivement, elle a dû avoir des angoisses que nous, on n'a pas du tout ciblées. Alors, on a fait un certain nombre de tests, hein, parce que forcément, on vous dit, oui, mais c'est peut-être autre chose. Donc, on a fait la maladie de Lyme, l'apnée du sommeil, on a fait tout un tas de choses. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'entourage, c'est-à-dire tous les gens qui étaient autour de nous, ils disaient, ouais, c'est super, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Sauf que moi, je m'enfonçais un peu plus, parce que je savais très bien que si c'était pas ça, ça allait autre chose, et je savais vers quoi on allait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, son frère est décédé de cette maladie. On ne savait pas à l'époque que c'était sous forme génétique, mais bon, il avait que 62 ans. Lors d'un rendez-vous avec le neurologue de Toulouse au CM2R, forcément, il a soupçonné assez rapidement une forme génétique derrière tout ça. Mais bon, à l'époque, on n'avait encore pas de diagnostic. Et c'est en février 2018, c'est-à-dire en gros 2 ans après les premiers tests, qu'enfin on a pu faire une analyse complète à l'hôpital, avec effectivement un dépistage génétique. Et là, le verdict, il est tombé en gros 1 mois après. Excusez-moi. Mais bon, forcément, c'était ce à quoi on s'attendait, mais le mot génétique, on a eu du mal à l'encaisser, puisque on nous a donc déclaré une forme Alzheimer jeune, effectivement, avec une forme génétique autosomique dominante. Donc, je ne suis pas capable d'expliquer en détail ce que ça veut dire, mais en gros, ça rejoint les fameux 1% dont parlait le docteur Wallon. Alors, qui dit forme autosomique dominante, là, je ne sais pas si on me contredira, mais tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant, c'est que les enfants, ils ont 50% de chance d'avoir la même mutation génétique que le parent en question. Donc, autant vous dire que c'est la double peine. Et là, c'est un tsunami qui vous tombe dessus. Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux dire, c'est ce matin, on a parlé de non médicamenteux. Et là, j'ai pas mal de choses à dire, puisqu'en fait, il faut savoir que je m'occupe malheureusement d'une de mes sœurs qui est carrément malade et qui a énormément utilisé de neuroleptiques et qui a, alors ça fait des années, et c'est vrai qu'à une époque, on en utilisait beaucoup. Et donc, elle a été complètement détruite sur tout un tas d'aspects physiques. Et donc, moi, je me suis un peu battu au départ, avec Alice aussi d'ailleurs, hein, pour que on ait le moins possible de neuroleptiques. Donc, nous, on a vu, je vais dire l'avantage, parce qu'heureusement, on s'aperçoit avec du recul, on en a profité. On a vécu 4 ans en Chine. Donc, forcément, dans des pays comme ça, on a l'habitude de tout ce qui est médecine, un peu la médecine chinoise, à base de plantes et autres. Donc, des médecines qui ne sont pas les médicaments qu'on connaît dans notre système de santé chez nous. Donc forcément, on a essayé de trouver des solutions un peu alternatives, je dirais, pour éviter les neuroleptiques. Et donc des médecines douces, les plantes, enfin tout un tas de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis surtout, Marie-Claire étant très sportive, on a continué à faire pas mal d'activités sportives. Moi, je suis motard. Et par exemple, l'été 2018, avec mon épouse qui était gravement malade, qui était sous Exelon à l'époque, et je suis tombé en plein dans le déremboursement de l'Exelon. Bon, il se trouve que on était même en moto, elle a été malade comme c'est pas possible. On a été obligé d'arrêter l'Exelon et effectivement, de par tout ce qui était décrié sur ces médicaments, on n'a même pas cherché à en voir d'autres.
Ceci dit, on a quand même poursuivi, donc on a fait plein de choses avec elle. On est allé jusqu'en Croatie, on a fait je sais pas combien de kilomètres. Après, elle aime bien faire de la montagne, donc on a fait du ski de randonnée. On s'est retrouvés, je dirais même fin 2019, on faisait de la rando, et à des moments, elle n'arrivait même plus à tourner. Elle me disait, mais je ne sais pas comment faire, elle aurait pu mettre un pas devant l'autre. Mais tant pis, on a continué, on s'est battu. On arrivait à la faire descendre. Enfin, et je pense que ça, c'est le genre de non médicamenteux qui nous aussi nous a sauvés, parce qu'on a pu faire plein de choses avec elle. Quand elle y arrivait, elle était hyper contente. Après, avec Alice, on a fait un voyage que j'aurais pas pensé arriver à faire, alors qu'elle était très malade. On est parti 1 mois et demi à Madagascar. Et je pourrais partir à Madagascar avec quelqu'un qui est malade d'une manière assez avancée, c'était pas gagné. Et ça s'est très bien passé. On a bien géré ça. On sentait qu'elle était contente. Voilà. Donc, écoutez, tant mieux. Et voilà. Donc, je pense que dans le dos médicamenteux, tous ces trucs-là, c'est hyper important. Et c'est là aussi la difficulté qu'on a. C'est qu'on ne nous aide pas là-dedans et que quand on a des malades jeunes, je me suis confronté, même s'il y a tout un tas de bonnes volontés à France Alzheimer, mais un malade jeune qui est hyper dynamique, on n'a pas de solution et même personne, malheureusement, a des solutions à vous apporter pour essayer de l'aider. Donc on est un peu livré à nous-mêmes et je peux vous dire que le sujet de ce matin m'a énormément plu parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Voilà. Donc alors après, heureusement dans tout ça, c'est que la maladie s'est aggravée. Elle est devenue complètement dépendante. Je me suis battu, vu que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, avoir des aides à la maison, à un moment donné, moi j'ai été gravement malade aussi. Enfin bon, je passe les détails. Et heureusement, je dirais la chance nous a souri, je vais le dire comme ça. Il y a eu l'ouverture du village de Dax, le village d'Alzheimer, et Marie-Claire. Et depuis le 3 janvier 2022 est au village et je peux vous dire que c'est une structure extraordinaire, bien dommage qu'il n'y en ait pas d'autres, hein. Je ne dis pas que tout est parfait, mais elle est apaisée, moi aussi, on y va souvent, il y a de la bienveillance, il y a tout un tas de choses, le non médicamenteux est énormément présent aussi, donc je ne veux pas en donner plus que ça, mais je vous invite à regarder. Et puis il y a tout un tas d'autres choses qui se font, hein. Il y a une jeune fille qui en parlait ce matin, il y a des gens qui sont pleins d'initiatives, il faut les encourager, mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et ça, moi j'en suis ravi qu'elle soit là-bas, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait autrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup François Lédier. Alice, je me tourne vers vous. Vous êtes donc bien sûr la fille de Marie-Claire. Vous avez donc appris que vous aviez un risque de 50% de déclarer la maladie. Comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là? Bonjour à tous. Merci à France Alzheimer de nous avoir demandé de venir témoigner. Merci à vous, vraiment. Donc quand on a appris que maman avait la maladie d'Alzheimer génétique et que donc j'avais 50% de chances de l'avoir, j'habitais en Suisse, donc j'étais loin de ma famille. Je finissais mes études d'ingénieur dans le médical. Donc je me suis un peu retrouvée toute seule, heureusement bien entourée avec mes amis. Ça a été assez compliqué de gérer la nouvelle d'avoir une maman qui a Alzheimer, même si on s'en doutait pas mal. On avait toujours l'espoir que ce soit une dépression, autre chose, enfin tout sauf ça. Donc il y a déjà cette nouvelle à digérer. Et puis c'est vrai que moi j'avais, certainement par déni je pense, j'avais jamais envisagé que ça puisse être génétique. Alors dans mes études j'ai quand même étudié Alzheimer, on nous avait parlé d'Alzheimer génétique, des facteurs de risque, jamais de Alzheimer dominant, ça je ne connaissais même pas le principe. Donc voilà, donc ça a été un peu compliqué de gérer tout ça. C'est très dur de faire de la place pour... on a mal pour sa mère, pour mon père qui était très malheureux. Et du coup, on s'interdit un peu d'avoir mal pour nous et de réfléchir aussi aux conséquences que ça peut avoir pour nous. Donc voilà, c'est dur de gérer tout ça en même temps émotionnellement. 2 semaines après avoir eu les résultats de maman, j'ai fait une demande écrite pour faire mes tests génétiques à moi. Voilà, ensuite j'ai fini mes quelques mois d'études et puis en septembre je suis rentrée vivre à Toulouse avec mes parents pour les aider psychologiquement et puis surtout aider mon père à s'occuper de ma mère, ça devenait assez compliqué à la maison.
En parallèle, j'ai fait un projet de master, donc mon stage de fin de master de 6 mois au CNRS sur les maladies neurodégénératives. J'avais besoin d'intellectualiser ce que c'était Alzheimer, les maladies neurodégénératives. J'avais besoin de comprendre pour avancer dans ma tête aussi par rapport à ça. Et ça m'a aussi permis de me rapprocher du coup du CM2R de Toulouse, où ensuite j'ai pu commencer toutes les démarches qu'il faut faire pour pouvoir se faire tester génétiquement en France. C'est très bien fait. Enfin, moi, j'avais trouvé que ça avait été vraiment génial pour moi. C'est pas toujours simple quand on travaille à côté, parce que du coup, ça demande pas mal de temps, et c'est en pleine semaine, au milieu de la journée. Enfin voilà, c'est pas très simple. Mais j'ai dû voir un généticien, une conseillère en génétique, donc ils m'ont vraiment tout expliqué. Moi, j'arrivais avec mes articles scientifiques surlignés, et ils ont vraiment pris le temps pour moi de répondre à toutes mes questions. Ensuite, j'ai vu une psychologue qui, en gros, doit attester qu'on est capable d'entendre les résultats, quels qu'ils soient. Alors moi, j'ai fait un rendez-vous, ça s'est bien passé, elle m'a laissé le droit de le faire. Au final, on ne va jamais vous interdire de les faire, mais on va peut-être vous recommander quelques séances avec une psychologue pour vous préparer mentalement aux résultats. Voilà, je me suis aussi beaucoup entourée au CNRS de mes profs qui m'ont beaucoup soutenue et qui m'ont pas trop foutu de pression pour que je puisse aller à mes rendez-vous. Et puis en mars 2019, donc c'était un an après que j'ai écrit cette lettre, j'avais 25 ans du coup, j'ai eu mes résultats génétiques et j'ai appris qu'il y avait une faute d'orthographe chez moi également. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé de faire les tests? Parce qu'en fait, vous auriez pu aussi faire le choix de ne pas savoir, de faire le choix de ne pas savoir. Alors, je pense qu'il n'y a pas particulièrement une réponse qui correspond à tout le monde. C'est vraiment une question de caractère. En tout cas, moi, à l'époque, quand j'ai appris que j'avais 50% de chance d'avoir cette maladie, je sais que je vivais dans l'angoisse comme si j'allais avoir la maladie. Donc, encore pire, j'étais en yo-yo émotionnel constant entre l'espoir de ne pas avoir la maladie et la terreur d'avoir cette maladie. Et en fait, je me sortais pas de ce yo-yo émotionnel, ça me prenait aux tripes tout le temps. J'arrivais pas à évoluer, en fait, à accepter, quoi. Donc, pour moi, j'ai jamais eu de doute sur le fait que j'avais besoin de savoir. Et puis, le fait de savoir, en fait, ça n'a pas été pire pour moi ensuite. Au contraire, en fait, ça m'a vraiment laissé ensuite de l'espace pour me dire, bon, ben, ma vie est comme ça, qu'est-ce que j'en fais ? Et à être plus dans l'acceptation que de combattre en fait une maladie qui sera présente toute ma vie, contre laquelle je peux rien faire. Et donc moi, le fait de savoir, ça a été vraiment le déclencheur pour me dire bon bah maintenant je vais travailler sur moi-même. Alors j'avais refait quelques séances de psychologue après avoir eu mes résultats. J'ai fait des retraites de méditation, j'ai beaucoup voyagé. Voilà, j'ai fait plein de choses qui moi me faisaient du bien. Et qui m'ont fait énormément avancer. J'ai aussi beaucoup compté sur ma famille et mes amis. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai décidé de ne pas faire un tabou de cette maladie, de ne pas me stigmatiser moi-même avec cette maladie et que c'était OK d'en parler avec ses amis et sa famille et de les laisser un peu rentrer dans mon monde. Et du coup, ils me suivent maintenant depuis 5 ans. Ils sont avec moi dans ma tête quand j'ai des questionnements, ils m'aident. Et donc, ils me comprennent vraiment. Donc, je peux dire que je suis très entourée et très bien entourée et que ça change aussi beaucoup les choses pour devoir avaler ce genre de nouvelles. Voilà, je me suis fait aussi entourer du CM2R de Lyon actuellement parce que je suis toujours en Suisse à Lausanne et le CM2R de Lyon est aussi toujours là pour moi quand j'ai besoin d'eux, quand j'ai des questionnements. Il y a des fois des points clés dans ma vie qui sont difficiles à réfléchir et je fais appel à eux. Ils me trouvent une neuropsychologue qui est spécialisée sur ces maladies, qui va prendre le temps de faire une séance avec moi en visio pour qu'on discute et qu'on débloque ces points et qu'on en réfléchisse ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, de quelle manière vous vous projetez dans l'avenir? Alors, j'ai beaucoup évolué parce que quand j'ai appris ça il y a 5 ans, c'est vrai que sur le moment, les premiers rendez-vous avec la psychologue, je disais je veux pas de compagnon, je veux imposer ça à personne, je veux pas d'enfant. Voilà, donc avec le temps, j'ai beaucoup évolué. J'ai maintenant un compagnon, on pense avoir des enfants.
On réfléchit à passer par la fécondation in vitro pour faire de la sélection génétique. Il y a la possibilité, quand je pense au futur, à rentrer dans des essais cliniques ou alors même à bénéficier carrément d'une molécule qui a déjà été approuvée sur le marché. Donc il y a tout cet espoir aussi de soit ralentir la maladie, pourquoi pas, qui sait, même arrêter la maladie. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je pense et où j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose. Une question, moi, qui m'est venue presque immédiatement, c'était la question de la gestion de la fin de vie. Étant donné que j'habitais en Suisse, quand tout ça est arrivé, nous, en Suisse, on est très ouverts sur le sujet. Par contre, en France, c'était un petit peu plus compliqué, ces discussions. C'est vrai que moi, depuis le début, j'ai fait le souhait, pour l'instant, de ne pas vivre avec cette maladie. Je vois ma mère, je m'en suis beaucoup occupée. C'est hyper dur de ne pas rentrer en résonance, en effet miroir, en fait, de se dire « Ah ben ça va être moi. Plus tard, je vais être un poids pour ma famille, on va devoir s'occuper de moi. » Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive pas à accepter. Je vais peut-être changer d'avis. Quand je vois ma mère dans cette maison à Dax qui est incroyable, où finalement elle peut vivre sa maladie de la manière la plus heureuse possible, peut-être que je changerai d'avis. Je ne dis pas que je suis fixée. Mais en tout cas, pour moi, c'était un énorme soulagement de savoir que j'ai le choix de choisir ma fin de vie et que j'aurai le choix jusqu'au bout. J'ai le droit de changer d'avis, mais qu'en tout cas, je garde un certain contrôle sur une partie de ma vie. J'ai quand même perdu beaucoup de contrôle sur beaucoup d'aspects, et que ce contrôle-là, en tout cas, je l'ai encore. Voilà. En France, du coup, il y a eu cette convention citoyenne qui va, j'espère, faire avancer les choses. Il y a un projet de loi qui va être discuté en 2024. Donc j'espère qu'en France, on va aussi être capable d'avancer sur ces sujets de fin de vie, de mort assistée, etc. Voilà. Merci beaucoup, Alice. François voulait nous dire quelques mots sur les propos d'Alice. Vous l'avez aussi beaucoup accompagnée. Je sais qu'on en a parlé, vous m'avez dit oui, moi j'aurais fait la même chose qu'elle, voilà, moi aussi j'aurais voulu savoir, et vous avez été très proche de votre fille au cours de tous ces mois. Oui, bien sûr, dès le départ, j'ai soutenu Alice. J'ai été au premier rendez-vous je dirais, pour faire les tests génétiques. Donc on s'est retrouvé avec donc différents, je sais pas, il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient en face de nous, avec tout un tas de questions. Bon, donc effectivement, je ne pouvais pas ne pas être à ce rendez-vous. Donc après, effectivement, moi je suis comme Alice, je ne suis pas capable de vivre dans l'ignorance, je ne suis pas capable de fermer les yeux devant une réalité et rester dans le doute, c'est pas du tout ma manière d'être. Donc je pense que là, on a beaucoup de points communs sur cet aspect-là en particulier. Bien sûr, j'ai été je dirais, à la réunion du diagnostic. Heureusement qu'il y avait sa sœur qui était avec nous, parce que je me suis effondré, vous pouvez imaginer. Ça fait un deuxième tsunami qui vous tombe dessus, mais il faut faire face à la réalité, et puis il faut essayer de se relever, voilà, et d'accompagner autant qu'on le peut. Alors effectivement, moi je suis en admiration devant Alice, la force de caractère qu'elle a, et elle est battante, et heureusement c'est ça qui la sauve et qui nous sauve. Je respecte ses choix, et je les respecterai toujours, même si c'est difficile pour un père, mais la vie est ainsi faite. Et de toute façon, je l'accompagnerai toujours, quels que soient ses choix, et puis en espérant effectivement qu'il y ait un médicament ou un traitement qui permette de mettre fin à tout ça, à tout ce cauchemar. Mais écoutez, on verra la suite. Le tout, c'est qu'on soit bien accompagné. Voilà, donc en fait, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, ça me donne aussi la force, et puis de vous voir tout cela, d'essayer de combattre. Donc avec France Alzheimer, on a créé un groupe de travail jeune. Je participe à tout un tas d'autres instances diverses et variées, même vis-à-vis du village landais. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de réunions avec des officiels où effectivement on nous donne l'occasion de témoigner pour se battre. Donc on va continuer en espérant qu'on soit écouté. Voilà. Merci encore.
Professeur Vallon, peut-être une réaction à ces deux témoignages très émouvants. Moi, il me semblait juste, mais sous votre contrôle, donc que le frère de Marie-Claire a développé la maladie à 50 ans, et en fait, ces tests étaient négatifs, génétiques ou... Oui, alors effectivement, son frère, qui lui a 10 ans de plus qu'elle, en fait, bon, à l'époque, on n'était pas très... Enfin, les tests n'étaient pas très précis, mais bon, vous en savez peut-être plus que moi. Mais quand même, pour effectivement rebondir là-dessus, c'est que dans la famille de Marie-Claire, donc son papa étant décédé à 48 ans, c'est pas trop, mais elle a un frère qui est décédé, mais il y a un troisième frère, donc sur 5, il y en a un troisième qui a 64 ans aujourd'hui, qui a aussi la même mutation génétique, donc ça fait sur 5, ça en fait 3. Merci pour cette précision, professeur. Alors, moi, en termes de réaction, ce que je voudrais faire, c'est vous remercier, parce que je ne sais pas si la salle a conscience de la rareté de ces témoignages. Vous savez qu'on est dans une société assez tournée vers le même dès qu'il s'agit de maladies, que c'est difficile de parler de maladies, et encore plus quand c'est des maladies du cerveau. Et donc, de vous avoir, vous ici tous les deux, à côté de nous, pour exprimer ce que vous avez ressenti, c'est extrêmement rare, en tout cas sur un colloque français. Donc, merci vraiment beaucoup pour ça. C'est pas l'objectif de faire un show à l'américaine, mais par contre, clairement, je voulais le signaler. Et ensuite, je voudrais juste rebondir sur 2 points essentiels, Alice, que vous avez évoqués, qui vont quand même laisser une note d'espoir très très importante. La situation très terrible que vous vivez dans votre famille, elle n'est pas maintenant considérée de la même manière qu'elle l'était il y a une vingtaine d'années. Les maladies d'Alzheimer monogéniques, autosomiques dominantes, comme vous l'avez dit, ça existe depuis longtemps. Mais il y a 20 ans, on commençait à les comprendre et on n'avait rien à proposer. Maintenant, les choses sont complètement différentes. Et je vais rebondir sur les 2 éléments que vous avez indiqués, Alice, qui sont essentiels. D'abord, pour les générations futures, ça c'est la possibilité de garantir d'avoir des grossesses indemnes de toute maladie d'Alzheimer autosomique dominante, c'est-à-dire qu'on a la capacité de s'assurer que la grossesse qui se passera, eh bien, elle sera indépendante de cette faute d'orthographe. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et là, il y a une contribution de tous les aspects de la médecine, puisqu'on va faire de la fécondation in vitro avec des techniques d'analyse particulières qui vont permettre de sélectionner un œuf. Donc on est vraiment sur une situation de très haut niveau en termes de technologie. Ça, c'est le premier point. Et donc ça donne beaucoup d'espoir, j'imagine, pour votre famille. Le deuxième, c'est comme vous l'avez dit aussi, les essais thérapeutiques. Parce que, en ce qui vous concerne, effectivement, il faut avancer et il faut trouver une réponse. Et ça fait déjà maintenant près de 10 ans qu'on travaille avec un consortium international qui s'appelle le Network DIAN-TU. Donc ça veut dire en français le réseau international contre la maladie d'Alzheimer autosomique dominante. Et on a mis en place en France les premiers essais thérapeutiques préventifs. Très différent de ce que vous avez probablement vu ce matin, où là on traite des patients. Dans notre situation, à partir de familles porteuses d'anomalies génétiques autosomiques dominantes, de forme monogénique, eh bien, on a proposé à des personnes qui n'avaient aucun symptôme, mais qui étaient à X années de leur début théorique, en considérant que le début théorique, c'est le même âge que leurs proches parents, eh bien, de recevoir un traitement, puis de voir ce que ça donne si on leur met le traitement plus tôt possible, et parfois jusqu'à 15 ans avant le début théorique des symptômes. Alors les études sont encore en cours, on n'a pas tout à fait terminé sur cette première phase, et puis surtout on va continuer, et vous êtes en présence d'une situation quasiment inédite. Peut-être qu'avec le Covid c'était un peu équivalent, mais c'est vraiment très récent d'avoir un équivalent dans lequel vous n'avez pas un laboratoire qui teste sa molécule chez un groupe de patients, vous avez une université, et évidemment des universitaires, donc en l'occurrence la France que je représente, mais au niveau mondial à travers plein de pays, donc des universitaires qui demandent à des industriels d'utiliser leurs molécules qui sont encore en phase de développement, c'est-à-dire que c'est normalement encore du secret industriel, d'utiliser leurs molécules pour tester avec un protocole que eux-mêmes ont designé, donc pas les industriels, et de voir si telle ou telle molécule peut être utilisée et fonctionne. Et ne pas en utiliser une, ne pas en utiliser deux,
en utiliser le plus possible. Et donc vous avez dans un même essai, designé, construit sur le même modèle, plusieurs industriels différents, en d'autres termes des concurrents, qui sont d'accord de mettre à disposition leurs molécules. Ça, très honnêtement, c'était un grand inédit dans la médecine, quelle que soit la discipline, quelle que soit la pathologie, pour permettre de répondre à cette question-là. Et ça laisse beaucoup d'espoir pour avancer vite, puisque si on fait un essai, on attend 5 ans, on voit que c'est négatif, on passe à un autre et on attend 5 ans et c'est négatif, ça ne marche pas. Si pour votre situation où le temps compte beaucoup, eh bien, d'avoir la possibilité de tester plusieurs molécules en même temps et d'avancer et de continuer tant qu'on n'aura pas trouvé la molécule qui fonctionne, c'est une situation totalement inédite. Voilà. Donc ça laisse beaucoup d'espoir. Merci, merci beaucoup, professeur Vallon. Docteur Lambert, peut-être une réaction aussi avant de donner la parole à la salle. Très rapide. Là, je suis le chercheur, je suis censé être le sachant en partie ici. Et il y a eu une inversion extraordinaire, je vous en remercie, parce que j'ai beaucoup appris en vous écoutant. Et je pense qu'il est essentiel qu'on entende votre discours. Et je vous donne la permission d'en parler au laboratoire demain, parce que je pense que c'est essentiel. Aussi qu'on comprenne exactement, on peut être concerné personnellement, hein, évidemment, mais il est important qu'on comprenne ce que veut dire aussi le travail qu'on réalise en laboratoire et qu'on mette un sens. Et ce que vous avez présenté, ce dont vous avez discuté de façon très intime et vraiment très riche, aujourd'hui, je pense que c'est essentiel pour justement motiver la recherche et nous motiver parce que nous sommes humains et vous nous nourrissez aussi. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors je vais peut-être demander effectivement, est-ce qu'on éclaire la salle, si vous avez des réactions ou des questions. Oui, je vois, madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Je m'appelle Lisiane, je suis malade depuis 15 ans. Je me retrouve parce que maman a eu la maladie à 58 ans. Moi, je me bats. J'ai un mari extraordinaire. On fait plein de choses, mais battez-vous. Franchement, faites tout ce que vous avez envie. Du saut en parachute, du parapente, n'importe quoi. Du théâtre, j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses. Mais battez-vous, battez-vous. C'est tout ce qui compte. C'est vous et vos proches. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mais voilà. Merci. Merci Lisiane. Monsieur, on vous écoute. Oui, j'ai écouté ces échanges avec beaucoup d'attention. Moi, je suis Alzheimer et en plus de mon métier, je faisais du théâtre. Et puis, ça a été un deuil, quoi. J'ai dû arrêter parce que rien ne rentrait. Et donc, je me suis orienté vers l'improvisation théâtrale. Et l'improvisation théâtrale, ça permet de sortir tout ce qu'on tourne, les choses mauvaises, l'anxiété, l'angoisse et tout, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et puis, c'est fait sous contrôle. Donc, c'est hyper enrichissant, c'est rassurant, et on se sent à égalité de pied, on ne se compare pas avec les autres joueurs, comédiens, comédiennes, qui sont comme nous, voilà, parce que c'est du dialogue improvisé. Donc on réagit en fonction des situations et on n'est pas là à être dans du Molière, du Corneille, du Rabelais, etc., etc. Et donc j'encourage toutes les personnes qui se sentent... Je suis pas du tout participant, je suis pas du tout organisateur de toute structure, mais j'ai participé et ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a permis de tenir, vraiment ça me permet de tenir et d'exister fondamentalement. Voilà. Merci monsieur pour ce témoignage. Oui, madame, on vous écoute. Oui, merci. D'abord, merci pour ces témoignages. Effectivement, tout c'était vraiment super. J'ai une question un tout petit peu plus prosaïque d'abord. C'est simplement, vous avez indiqué, quand on n'est pas dans le cas du gène unique, pour savoir pour les descendants, quand on n'est pas dans le cas très rare, vous dites, si ça ne s'est pas déclenché avant 65 ans, il n'y a pas besoin de faire des tests, etc. Mais quand vous dites déclenché, est-ce que c'est l'apparition des premiers symptômes ou le démarrage de la maladie? Parfois, il y a des années d'écart entre les deux.
Nous, ce qu'on considère, c'est le moindre symptôme qui peut être lié à la maladie. Donc, c'est clairement pas le diagnostic. Ça, c'est un point important. C'est pas l'âge au diagnostic, qui évidemment est tellement dépendant du parcours de soins que ça n'a pas de sens. Mais c'est le premier symptôme, qu'il soit langagier, comportemental, quelque chose où on a noté que c'était différent. C'est pas toujours évident. Le neurologue, il a cette formation pour essayer de remonter le plus loin possible, de vous aider à prendre des repères, pour qu'on arrive à dater les choses, parce que des fois, effectivement, à quelques années près, il y a un certain flou, quoi. D'accord. Et juste deuxième petit point, vous avez parlé des facteurs de risque. On en avait parlé aussi ce matin, mais j'ai même vu, je crois, à un moment une slide, mais 2 secondes, donc je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre facteur de risque que vous recensez? C'est-à-dire à part ça, je sais pas, j'en sais rien, le manque de sommeil, l'alimentation, etc. Il y a donc non génétiques, les facteurs de risque non génétiques. Alors il y en a plusieurs. Alors le principal d'entre eux, qu'on pense pas totalement dépendre de la génétique, mais enfin, en tout cas qui est quand même un facteur de risque à part entière, c'est l'âge. C'est le principal facteur de risque de l'année d'Alzheimer, c'est l'âge. Au plus on prend de l'âge, au plus on a un risque de développer la maladie. Et ensuite, il y a un certain nombre de facteurs dits environnementaux, au premier rang desquels les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle en premier lieu, plus encore même que le cholestérol. Donc si on traite toutes les hypertensions artérielles connues et méconnues, on va drastiquement, d'une manière significative, du moins, réduire la proportion de maladies d'Alzheimer dans les générations futures. Donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Ensuite, il y a d'autres facteurs envisagés. Il y a des données, notamment avec des modèles animaux, sur la pollution de l'air, mais c'est beaucoup plus compliqué à évaluer. Vous avez aussi un temps, même si ça c'est pour le coup plus décrié, sur des facteurs liés à l'immunité, et notamment stimulés par certains virus, Donc bon, il y a des modèles animaux qui correspondent, mais les modèles animaux ont toujours leurs limites, et c'est pas toujours facile d'extrapoler ça chez l'homme, et surtout en conditions réelles, puisque dans ces cas-là, on risque de faire d'être sous le coup de biais d'analyse qui font que du coup, on a l'impression qu'il y a une corrélation, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout, ou du moins elle est indirecte. J'ai juste dire un point important. Concernant les malades jeunes, moi, avant 60 ans, c'est pas parce qu'on a moins de 60 ans qu'on est forcément une maladie monogénique. 10% des cas de maladies d'Alzheimer ont moins de 60 ans. Et là, on parlait justement de cas bien particuliers. Donc, faut pas non plus penser que parce qu'on est avant 60 ans, c'est forcément une forme monogénique. C'est toujours rare. Deuxième point, concernant les facteurs qu'on appelle modifiables, donc non génétiques. En fait, il y a une étude dans Lancet qui a été publiée il y a maintenant 2 ans qui indiquait les différents facteurs environnementaux sur lesquels on pouvait jouer. Et celui qui a surpris un peu tout le monde et qui est sorti en premier, c'est le problème de l'audition, qui est le facteur modifiable le plus important, qui a été estimé à peu près pour 8% des cas à ce moment-là. Et c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a des essais thérapeutiques qui sont actuellement en train d'être développés, juste en appareillant les gens. On ne sait pas trop pourquoi. Alors initialement, on pensait que c'était une problématique de sociabilisation, puisque quand on devient sourd, c'est plus difficile de sociabiliser. Il y a un travail là, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps qui indique que ce serait plutôt un processus d'adaptation cérébrale, et ce processus d'adaptation cérébrale serait potentiellement délétère pour le développement de la maladie d'Alzheimer. Après ce facteur principal, en effet, on a des maladies d'obésité, alors le diabète, plus ou moins en fin de vie, etc. En gardant aussi en tête que ce sont des pathologies qui sont associées évidemment à leurs propres facteurs de risque génétiques. Voilà. Donc tout ça joue ensemble pour conduire à développer la pathologie, mais il y a quand même des acteurs importants, et tout simplement aussi faire du sport, puisqu'à première vue ça marche à peu près pour toutes les pathologies. Donc ne vous en privez pas pour les maladies neuroévolutives. Merci beaucoup. Oui, on va prendre une autre question. Oui, par rapport donc au risque que vous, le facteur de risque et le développement, vous venez d'évoquer énormément de prévention, donc que vous balayez. On a vu que le lien social est important. La question, est-ce que le projet porté par l'Union nationale Alpha 3, dont Rouen est dans la boucle, est-ce qu'il va contribuer à cette prévention ? Alors, le projet Alpha 3, il n'a pas comme objectif d'identifier de la prévention, il a essayé d'identifier les facteurs qui pourraient influencer l'apparition des troubles cognitifs en prenant un modèle particulier, c'est-à-dire celui de l'aidant qui généralement n'a pas le même patrimoine génétique, si c'est le conjoint, et puis de la parenté, donc la descendance, ou frère et sœur, mais c'est plutôt la descendance l'objectif, et qui lui a un patrimoine génétique en commun avec le patient. Pour généralement, s'il est au premier degré, la
moitié de son patrimoine génétique. Et donc du coup de voir ce qui se passe dans ces deux situations-là par rapport au devenir du patient lui-même évoluant dans sa pathologie et pour en tirer des enseignements. Donc on est vraiment très en amont de la stratégie de prévention, mais c'est ça l'objectif. Et de pouvoir corréler tout ça dans une dimension à la fois donc environnementale et génétique, puisque je vous ai bien parlé des deux situations différentes entre la parenté et la personne qui est le conjoint, qui donc par définition n'a pas le même patrimoine génétique. Et donc d'avoir une vision complète de tous ces éléments-là et de voir à quel point ils sont l'un et l'autre facteurs, contributeurs, protecteurs dans la situation. Donc c'est très ambitieux. On espère pouvoir relever le challenge. Pour l'instant, c'est une étude pilote, donc l'objectif est de voir si on arrive à recruter ces trios, voire, parce qu'on peut aller jusqu'à 5 personnes par 5 individus au sein d'une même unité, une même cellule. Et ensuite, si ça marche, le généraliser à d'autres constellations mémoire de ressources et de recherche, d'autres CM2R. Alors, juste pour indiquer, l'environnement est essentiel quand même. Alors, juste pour anecdote, j'ai écouté dimanche matin sur France Inter, je crois que c'était un reportage justement sur la maison de Dax, qui est magnifique. Si vous avez l'occasion de l'écouter, faites-le, c'est très beau. Et c'est très intéressant. On va prendre un exemple de l'importance de l'environnement et de la charge sociale que représente la prise en charge de la démence. Quand on va comparer les populations africaines et les populations afro-américaines, à patrimoine génétique plus ou moins identique, mais à environnement très différent. En fait, le taux d'incidence et de prévalence des maladies, alors âge constant évidemment, puisque l'espérance de vie n'est pas toujours la même, mais on va se baser sur un âge équivalent. L'incidence et la prévalence de maladies d'Alzheimer dans les populations africaines est plus faible que dans les populations afro-américaines. Alors que par exemple, l'allèle epsilon 4 est la plus élevée dans le monde dans ces populations africaines ou afro-américaines. Alors comment expliquer ça? Évidemment, il y a l'environnement à proprement parler. L'alimentation, vous l'imaginez, n'est pas tout à fait la même, en l'occurrence. Il y a aussi la prise en charge sociale de la personne âgée et l'encadrement, où l'encadrement et la prise en charge de la personne âgée est beaucoup plus collective dans la société africaine qu'elle ne l'est maintenant dans la société afro-américaine. Vous voyez, comme quoi il y a toujours possibilité aussi d'avoir un mode d'action, évidemment non thérapeutique, et qui est d'accompagnement et de redéfinition de la personne âgée dans un contexte sociétal. Merci beaucoup. On vous écoute pour la question. Deux petites questions. Vous n'avez pas beaucoup parlé du sommeil. Est-ce que le sommeil, les troubles du sommeil en début d'Alzheimer, qui sont très différents en fin d'Alzheimer, est-ce que ça peut être un test pour les familles? Et de la même façon, l'odorat, qui à une époque était perçu comme un test avant les tests A-bêta, etc. Alors, concernant merci pour cette question qui est très, très d'actualité, puisque le sommeil est très étudié dans ces maladies neurodégénératives et c'est compliqué de répondre. Pourquoi ? D'abord parce que dans une maladie d'Alzheimer, et même à un stade relativement débutant, il y a un impact sur les rythmes physiologiques et il y a un impact donc sur le cycle de son sommeil. Et donc du coup, il y a des perturbations du sommeil qui peuvent parfois être relativement subtiles, mais qui existent. Et donc finalement, on aurait tendance à dire, oui, donc c'est la maladie d'Alzheimer qui a induit ces pathologies du sommeil. Sauf qu'en fait, on sait aussi qu'une altération du sommeil, voire même un sommeil juste réduit, a un impact direct sur le risque de développer la maladie, ça c'est épidémiologique, et puis dans ce qu'on connaît d'un point de vue vraiment moléculaire, eh bien lors de notre sommeil, on aide notre cerveau à se débarrasser des composés toxiques ou des composés métaboliques dont il n'a plus besoin, avec vraiment un lavage, il faut imaginer des choses un peu comme ça, et qui permet d'entraîner toutes les molécules dont le cerveau va se débarrasser pendant notre sommeil. Et donc du coup, si le sommeil est tout simplement réduit, ou s'il est de mauvaise qualité, eh bien on va avoir une tendance à accumuler ces protéines toxiques, dont potentiellement le peptide amyloïde, et ça a été même très étudié chez la souris par exemple, avec des modèles murins, où il suffisait d'empêcher les souris de dormir et de voir ce qui se passait après dans le cerveau. Et puis concernant l'odorat, alors c'est délicat étant donné que c'est finalement pas si spécifique que ça. L'odorat, on l'attribue aussi comme un signe précoce pour la maladie de Parkinson par exemple. Et puis pour d'autres maladies neurodégénératives également. Et puis finalement, on l'associe. Enfin, il y a aussi des pertes d'odorat parfois assez sévères, indépendamment du Covid, mais vraiment par elles-mêmes et qui ne sont jamais suivies de maladies neurodégénératives. Donc
finalement, moi personnellement, c'est un élément que j'utilise assez peu sur le plan clinique, de par la faible spécificité et faible sensibilité de ce test entre guillemets. Mais on est d'accord que lorsqu'on propose à des patients de faire des analyses de leur odorat, il y a des modifications et elles peuvent même être assez précoces. Sous réserve aussi qu'il y ait une bonne reconnaissance de l'odorat, donc des odeurs, qui, dans les reconnaissances, font partie elles-mêmes du processus cognitif associé, et là, qui peut être altéré sans même que l'odorat lui-même ne soit altéré. Docteur Lambert, vous vouliez... Alors, juste pour complément, l'apnée du sommeil est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer, qui augmente le risque de 2 à 3 fois. Les études épidémiologiques le démontrent pratiquement à tous les coups, donc c'est quelque chose d'assez solide. Merci beaucoup. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, on a parlé d'odorat, on a parlé d'audition. Dans une société actuelle où, sur le plan social, il y a des difficultés, de tout ordre, inflation, relations au travail, mal-être au travail. Est-ce que tous ces facteurs-là, chez les jeunes actifs, sont des facteurs à risque? J'ai personnellement ma petite belle-sœur qui a été en burn-out. Tout ce qu'elle faisait n'était jamais bien, avec une responsable qui lui mettait la pression. Elle passait 1 heure dans sa voiture, après plus ou moins en dépression, et à l'arrivée, elle s'est trouvée un diagnostic Alzheimer. Est-ce que notre société actuelle, avec ses tensions, est elle-même un facteur à risque? Alors, je ne suis pas sûr que le contexte actuel soit vraiment plus anxiogène que ce qu'on a pu connaître il y a 1 siècle ou il y a 2 siècles, etc. Je pense qu'on avait des contraintes qui étaient stressantes à chaque évolution de vie. Mais on reçoit peut-être beaucoup plus d'infos. Alors, par contre, on reçoit probablement beaucoup plus d'infos. Ça, potentiellement, je suis d'accord. Mais en termes de caractère anxiogène, il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas au niveau épidémiologique, il n'y a jamais eu de démonstration que certaines conditions de vie ou de travail étaient des facteurs de risque de développer une pathologie telle que la maladie d'Alzheimer. Alors après, je n'ai pas non plus une connaissance exhaustive forcément de toute la bibliographie, mais il n'y a jamais rien qui ne m'est pas apparu comme étant un facteur majeur. Par contre, on a connu en 2020-2021 un épisode qui va être très important à suivre et qui va incontestablement impacter la santé publique dans les années à venir, et c'est le Covid. Parce que là, on va peut-être avoir des problèmes qui vont toucher de toute façon les générations qui vont arriver, d'autant plus qu'on va avoir des infections multiples. Et on se rend compte de plus en plus que c'est une pathologie qui est systémique et qui atteint de façon quand même assez importante le cerveau. Donc là, il y aura vraiment des considérations à prendre, alors indépendamment du caractère anxiogène de notre propre société, mais en tout cas, notre société a été confrontée à un événement bien particulier que les autres n'ont pas connu. Et donc là, ça va être quelque chose d'important à étudier et à prendre en compte. Merci beaucoup. Oui, on vous écoute. Je voudrais revenir très très rapidement sur la question de l'âge qui a déjà été pas mal abordée. Et je vous remercie, docteur Lambert, d'avoir un petit peu nuancé l'âge, enfin le coup près, entre guillemets, de 65 ans. Et je voudrais, pour un cas, demander à tous les deux votre avis. Voilà, je m'occupe de quelqu'un qui a été diagnostiqué en 2019. En 2018, il s'était mis à mi-temps à la Sorbonne parce qu'il avait été fatigué, avait du mal à faire ses cours. Et dans les années précédentes, il m'avait déjà dit qu'il avait des blancs. Il oubliait effectivement dans la vie quotidienne beaucoup de choses. Par exemple, il m'invite au restaurant pour mon anniversaire et il reste avec un collègue travailler sur un programme informatique. Et au bout d'1 heure, je l'appelle et il me dit « Ah ben, je vais complètement oublier, c'est vrai que je t'avais invité ». Donc ça, c'était 3 ans avant. Et avant, il y avait eu l'odorat dont on vient de parler. Donc dans ce cas précis, faudrait-il quand même, pour son fils et son petit-fils, faire le test? Alors, juste que vous m'avez donné les repères d'années, mais du coup, j'ai pas... Alors par contre, j'ai oublié de dire qu'il a eu cette année 70 ans. Ouais, donc en tout cas, il était encore en activité aussi. Donc, là, il est en EHPAD et il est dans en 2017, 2016, 2017, ça a commencé les premiers symptômes. Il s'est mis à mi-temps.
Donc là, on a quand même des éléments qui permettent de dire que s'il y a 5 ans, il était impacté par la maladie qui a continué d'évoluer, donc rétrospectivement, il a tout à fait légitimement le droit et même son médecin a le devoir de lui proposer. Parce que ça ne nous a pas été proposé dans un centre de référence des maladies neurodégénératives, donc je suis assez étonnée. C'est parce que j'ai encore du travail à faire pour aller bien informer et prêcher la bonne parole partout. Juste pour vraiment apporter un point précis. Quand on parle de coût près, l'idée qui est derrière ces critères, c'est surtout de pouvoir permettre de bien identifier ceux qui justifient absolument d'une analyse génétique. Ça ne veut pas dire, d'une part, que parce qu'on a un début avant 65 ans, comme tu l'as dit, on aura forcément une anomalie génétique. C'est même une minorité, hein, c'est 10-15% des cas où on va identifier, ça dépend de la structure généalogique. S'il y a beaucoup d'antécédents dans la famille, forcément on augmente le risque. Si on est tout seul, à moins de 65 ans, on a un risque quand même plus faible. Donc du coup, les facteurs de risque dont on a parlé, on les retrouve évidemment chez les malades jeunes. Donc on va retrouver cette situation-là. Dans la situation des sujets âgés, donc avec un début de plus de 65 ans, donc 70, 75, etc., on ne retrouve pas ces mutations génétiques. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ce n'était pas pertinent d'aller chercher. En revanche, c'est pas pour autant qu'on ne s'y intéresse pas. Et ça, Jean-Charles, tu peux très bien en témoigner. Il y a tous les programmes de recherche qui ont été menés à travers le monde et les quantités astronomiques de patients que vous avez réussi à étudier, c'est majoritairement des prélèvements génétiques de sujets âgés pour aller comprendre ce qui se passe en ces facteurs de risque. Mais donc, je reviens maintenant à votre question. Par rapport aux critères qu'on utilise à l'heure actuelle, oui, il est tout à fait justifié. Est-ce que je peux juste poser une autre question? Sans consultation peut-être, sans cas personnel, mais allez-y madame, je vous en prie. Je pose la question qui me paraît pertinente. Bien sûr. Donc dans la famille de cette personne, les deux frères donc, de la personne dont je vous ai parlé ont des troubles obsessionnels compulsifs assez forts et la demi-sœur du père était en institution psychiatrique, mais je ne sais pas ce que c'était. Est-ce qu'on peut, concernant ce conseil, c'est-à-dire les troubles obsessionnels compulsifs assez forts, assez lourds, est-ce qu'il y a des rapports éventuels entre les deux types de maladies ou pas du tout? Alors pour l'instant, par rapport à la maladie d'Alzheimer, non, les pathologies psychiatriques, hormis quand c'est quelques années qui précèdent, donc il y a une situation qui peut être une entrée dans la maladie par une porte psychiatrique, mais quand c'est quelques années. Si c'est tout un parcours de dizaines d'années avec des troubles obsessionnels compulsifs ou des troubles de l'humeur, eh bien là, il est plus difficile de faire un lien puisque ce n'est pas une maladie qui cliniquement évolue sur des dizaines d'années. Donc là, en une situation là, c'est plus douteux. Mais encore faut-il avoir le détail précis de ce qui se passe, qu'on ne va pas évidemment faire ici. Non, bien sûr. C'était depuis l'enfance, hein, les deux jumeaux. Ouais, c'est quand même probablement très différent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. On vous écoute, madame. Alors, moi, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions scientifiques. Je n'ai pas de remarques scientifiques. Je voudrais juste m'adresser à Alice et à vous, François. Alice, je vous ai entendu dire des choses qui m'ont époustouflée. Vous avez mis toutes les chances de votre côté pour une éventuelle maladie dans le futur. Moi, j'ai entendu que vous aviez 50% de risque de développer cette maladie. Oui, vous avez 50% de risque et pas de chance. Mais qu'en est-il de ces 50% de chance ? Alors oui, je vous ai beaucoup entendu parler de ces risques et c'est formidable parce qu'il faut que vous y pensiez, bien entendu. Mais vous vous projetez dans l'avenir, vous vous projetez avec des enfants et je pense que ces 50% restants, je pense que votre papa, il y pense beaucoup. Okay. Alors en fait, pour être un peu plus précise, c'est vrai que j'ai pas expliqué exactement la génétique derrière. Donc quand on sait qu'on a un parent qui a Alzheimer génétique autosomique dominant, on sait qu'on a 50% de chances d'avoir hérité du gène malade. Donc de risque, pardon, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai fait mes tests génétiques. En fait, je voulais savoir si j'avais hérité du gène malade ou pas. Et en fait, j'ai eu les résultats qui m'ont été communiqués, comme quoi j'avais le gène malade. Mais une fois qu'on sait qu'on a le gène malade, c'est plus 50% de chance c'est plus 50% de risque. On sait qu'on aura la même maladie que son parent et on nous dit en général que ça sera au même âge que son parent. Ça devient du 100%. Une fois qu'on a fait le test et qu'on sait qu'on a hérité de ce gène-là,
on est dans du 100%. Voilà. Mais effectivement, ça n'empêche pas de vivre à fond quand même. On l'a bien compris, merci beaucoup. Moi, j'avais peut-être une question, parce qu'il me semble, dans votre témoignage, vous avez attendu 1 an les résultats. Pourquoi c'est aussi long, professeur Vallon ou docteur Lambert? On manque de généticiens ou alors c'est des recherches qui sont très poussées? Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a peut-être un premier aspect qui est le temps de revenir en France, etc., qui a été propre à votre parcours. Ensuite, il y a quand même un délai qu'on estime, je ne sais pas combien ça a pris pour vous, mais en moyenne, c'est à peu près 6 mois. Et 6 mois, c'est le processus. Très long. Quand on angoisse, c'est très long. Alors oui, c'est long. Mais à l'inverse, c'est calibré pour permettre de s'assurer que la personne a bien compris toutes les conséquences que ça va avoir de connaître son statut. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois qu'on est au courant de son statut, on ne fait pas marche arrière. On ne peut pas désapprendre une information qu'on vient d'apprendre. Et donc du coup, ça reste tout le temps. Et donc, il est très important que la personne se projette dans toutes les situations, y compris dans son équilibre personnel, équilibre familial, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences professionnelles. Et ça, c'est pas une simple consultation de 30 minutes qui peut permettre de faire ça. C'est plusieurs consultations avec des spécialistes en génétique, donc des conseillers en génétique, des généticiens, des neurologues parce qu'il s'agit de pathologies neurologiques, et ça serait un autre corps de métier si jamais c'était une autre maladie. Et puis, plusieurs échanges, et ça prend du temps. Et en moyenne, c'est 6 mois. Alors, il y a des procédures qui peuvent être un peu raccourcies sur des conditions particulières, mais très honnêtement, les généticiens n'aiment pas raccourcir les procédures parce que ça ne laisse pas le temps d'intégrer les informations. Et des changements d'avis, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que des personnes qui commencent le processus, qui partent pour les 6 mois, qui aimeraient bien que ça aille plus vite, et jusqu'au point où, nous à Rouen, on a eu des situations où même la prise de sang a été faite. Donc là, c'est quand même l'étape vraiment finale, on se dit que c'est bon, on y va. Et la personne n'est jamais venue chercher son résultat. Il faut dire que ça peut arrêter à n'importe quel moment, et bien entendu que le généticien n'a pas estimé que il a fait tout ça pour rien jusqu'à la prise de sang. Et donc on a mis tout en place d'ailleurs un processus qui permet d'essayer de ne pas savoir le résultat génétique. Donc la personne n'a pas confirmé qu'elle viendra à son rendez-vous, de telle sorte que même si quelque part le séquençage a été fait, il n'est attribué à personne, il est dans une enveloppe, et on attendra que la personne vienne le chercher. Merci. Alice ou François, vous souhaitiez compléter? Oui, moi je veux faire un petit commentaire parce qu'effectivement, quand on a commencé le processus avec Alice, moi le premier, j'étais furieux de voir qu'elle avait fait le courrier, on n'avait pas de nouvelles. Je peux dire, j'y suis allé plusieurs fois à l'hôpital, je lui disais même pas pour essayer d'aller voir le secrétariat, est-ce qu'ils avaient bien reçu le courrier, enfin voilà, c'était un peu long. Après, effectivement, dès que le processus a été engagé, on a trouvé ça long. Mais en même temps, je me suis dit que, et avec du recul, je me dis finalement, c'est aussi bien qu'il y ait ce temps de réflexion, parce que c'est pas facile. Quand vous avez le verdict, oui, vous le prenez en pleine figure. Et donc, c'est quand même bien qu'on soit préparé, enfin qu'elle en particulier, parce que c'est sûr que c'est elle la plus impactée, qu'elle soit préparée à accepter ce verdict. Et je dirais que, voilà, avec du recul, oui, c'est long, mais c'est peut-être pas plus mal aussi par certains côtés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. On vous écoute. Oui, moi je voulais poser une question sur les consultations d'annonces au niveau génétique. Bon, moi j'ai participé à des consultations d'annonces en cancérologie parce que je suis issu de ce milieu-là, donc je sais comment ça fonctionne. En génétique, vous avez une procédure particulière au niveau de la consultation d'annonce avec la personne ou... Alors, comment ça se passe? Je vais vous répondre. Alors, il faut savoir que je ne suis pas généticien et que la constatation génétique dans le conseil génétique est fait, par exemple, à Rouen, d'où je viens, est réalisée par l'équipe de génétique et que, en ce qui me concerne, moi, étant affilié sur le CM2R, je fais le diagnostic chez les patients. Et donc, c'est une situation un petit peu différente, mais je sais comment ça fonctionne. Et finalement, c'est aussi la problématique d'une annonce d'une maladie grave, comme moi je le fais quand j'annonce une maladie d'Alzheimer, par exemple, à un patient et son entourage. Eh bien, la grande différence, c'est que tout le parcours du conseil génétique a permis à la personne de se projeter dans la situation. Alors la projection, elle n'est jamais complète, puisque tant qu'on cherche à se projeter, on a toujours l'espoir quand même
que l'issue sera favorable. Donc il y a toujours cette dualité qui persiste jusqu'au bout. Donc finalement, quand l'annonce est faite, les réactions elles peuvent être très diverses, mais elles peuvent être aussi très difficiles. Et du coup, il y a un accompagnement psychologique, alors vous pourrez confirmer comment ça s'est passé pour vous, mais en tout cas, nous on l'organise comme ça, qui est complet, qui se met en place avant et qui continue après. Donc c'est en aucun cas, voilà, on a fait notre part de travail, vous êtes annoncé porteur ou non porteur, et c'est terminé. Ensuite, si vous avez des questions, vous retournez voir le neurologue. L'accompagnement, il est permanent, et on a des situations où les familles sont à plusieurs années de leur annonce et sont toujours à venir voir le psychologue pour rediscuter un petit peu de comment ils gèrent la situation, comment ils vont peut-être devoir à un moment donné en parler aux enfants, parce que parfois on fait le diagnostic alors qu'on a déjà eu les enfants, et donc la question qu'on parlait pour la fécondation in vitro ne se pose pas, les enfants sont déjà là. Bah, à quel moment donné je vais devoir leur parler de leur risque à eux, puisque moi je sais que je suis porteur, je suis pas malade, mais je suis porteur, je le sais, et donc du coup comment je leur en parle, eh bien c'est des éléments qui vont être discutés aussi. Donc l'accompagnement il est vraiment très long, et l'annonce elle doit toujours être personnalisée. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est quand même extrêmement important de dire, il n'y a pas de code écrit, on va faire ça, on annonce ça, on fait... Non, il va falloir véritablement bien connaître la personne, parce qu'il n'est pas un patient, la personne, bien connaître sa structuration familiale, bien connaître ses ressources, et ensuite aborder progressivement, pas à pas, vers l'annonce. Mais si le contrat était « je veux connaître mon statut » et qu'il n'y a aucun critère qui nous font craindre que ça soit délétère, parce que c'est ça ce qu'on cherche à déterminer, c'est est-ce que ça va être délétère pour la personne, eh bien le contrat il va être mené jusqu'au bout, la personne saura. Merci beaucoup. On arrive au terme déjà de notre table ronde. Vraiment, on vous applaudit très fort. On vous remercie très chaleureusement tous les quatre. Merci beaucoup. Merci.